Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté par le Collège des médecines douces du Québec. Je m'appelle Chiara Portaquin et je serai aujourd'hui votre hôte pour ce webinaire sur la pratique professionnelle. On va aujourd'hui parler donc de la pratique professionnelle, du cadre légal aussi bien en France mais aussi au Canada, de nos conseils pour votre installation, que vous soyez déjà un praticien chevronné qui cherche à booster sa pratique ou bien un nouveau praticien ou praticienne qui cherche à s'installer et à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment on peut s'installer, comment on peut pratiquer en toute légalité tout en boostant ses chances de pouvoir créer une clientèle solide et stable qui va durer dans le temps. On va également voir un petit peu l'éthique professionnelle. On va parler de l'exercice au Québec, en France. On va répondre à vos questions. Voilà, vous allez tout savoir dans ce webinaire. Donc si vous êtes intéressé par la pratique professionnelle en tant que praticien en médecine douce, que vous soyez naturopathe, nutrithérapeute, homéopathe, énergéticien, voilà, toute forme de médecine douce et holistique, ce webinaire s'adresse à vous. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les objectifs de ce webinaire pour que vous compreniez un petit peu de quoi on va parler. Alors, comme je le disais, on va vous aider à comprendre le cadre juridique dans lequel vous pouvez exercer en médecine naturelle. Donc, pour rester dans le cadre de la législation, on va parler du Canada et de la France ici, qui sont les deux pays principaux duquel en tout cas nos élèves proviennent, mais peu importe d'où vous venez et où vous pratiquez, le cadre reste sensiblement le même, en sachant que on va revenir là-dessus, mais au Canada, il y a des réglementations différentes en fonction des provinces, mais là on va plutôt parler des provinces francophones et la réglementation dans les provinces francophones. Le deuxième objectif, c'est vous donner les étapes clés pour structurer votre activité. Comment on fait pour pouvoir donner un cadre à son activité et faire en sorte qu'elle soit pérenne. Ensuite, on va vous donner des stratégies pour vous faire connaître. Donc là, c'est plutôt pour les nouveaux praticiens, savoir comment justement attirer sa première clientèle et puis surtout la garder, la faire revenir. Et enfin, on va vous apporter des ressources concrètes et des conseils pour une pratique durable. Donc pour que ça dure dans le temps et que vous puissiez vous placer dans un marché qui est assez compétitif, qu'on soit en France ou au Canada. Il y a de plus en plus de praticiens, donc il faut réussir à se tailler sa place dans ce marché qui est légèrement saturé. Alors, on va parler d'abord du contexte légal et du cadre d'exercice en France. Alors, vous le savez, de plus en plus de personnes se tournent vers les approches naturelles pour leur bien-être, mais exercer en tant que praticien, ça peut rester flou pour beaucoup, et notamment sur le plan légal. Il est essentiel de bien structurer son activité pour gagner en confiance, en crédibilité, tout en respectant la loi. Alors en France, que dit la loi ? En France, la médecine naturelle, elle n'est pas reconnue comme une pratique médicale. Donc, il n'y a aucune reconnaissance officielle. La médecine naturelle n'est pas reconnue par l'ordre des médecins et seuls les médecins diplômés peuvent poser un diagnostic, traiter et prescrire. Donc, les praticiens en médecine douce doivent éviter toute confusion avant l'exercice médical ou avec, l'exercice médical. Donc, encore une fois, ne pas pratiquer ce qu'on appelle l'exercice illégal de la médecine, donc ne pas pratiquer illégalement la médecine, tout simplement. Alors, le cadre, il est légal, il est flou, avec une grande tolérance. Donc il n'y a aucune loi en France qui interdit explicitement la pratique des soins naturels à visée de bien-être. Ce qui est interdit, c'est l'exercice illégal de la médecine. Mais on va voir qu'il y a une sémantique particulière qui est réservée aux médecins. Il y a tout un cadre qui est quand même assez rigide. Donc il est possible d'exercer tant qu'on respecte certaines limites. On ne peut pas utiliser de titre protégé. Donc le titre par exemple de médecin est protégé, le titre de psychothérapeute est protégé. Donc il faut faire très attention. Encore une fois, peu importe le diplôme qu'on a, et y compris si on a un doctorat canadien, ce doctorat n'est pas valable en France. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exercer, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le titre de docteur en médecine naturelle en France, puisque quand on pratique en France, le titre de docteur est réservé aux médecins. Donc,
On fait attention aux titres protégés, on fait également attention aux promesses de guérison. On ne peut pas dire que l'on guérit. De manière générale, c'est pas quelque chose, en tout cas au CMDQ, c'est pas quelque chose que l'on enseigne. Ça peut être le cas dans certaines écoles. On peut parler de guérison, du fait que l'on va guérir. Là, encore une fois, on est sur un cadre qui est trop flou et qui est trop flou avec la médecine. Le naturopathe, on le rappelle, n'a pas pour but déjà de guérir de manière générale, mais même lorsque la personne, le consultant et sa pathologie s'améliorent, on ne peut pas parler de guérison. Et enfin, on ne peut pas interférer avec un traitement médical. Ça, c'est assez évident. Nous vous le rappelons tout le temps, que ce soit nos tuteurs, mais aussi dans vos cours, on n'arrête jamais un traitement en cours. Encore une fois, on travaille en collaboration avec les médecins, avec la médecine allopathique. On ne vient pas contrer les traitements, on ne vient pas arrêter les traitements. Le naturopathe n'est pas médecin. Alors, au niveau du statut légal conseillé, donc en France, il y a quand même cette facilité avec le micro-entrepreneur. Donc la micro-entreprise permet d'avoir un statut qui fait que si vous n'avez pas de revenus, vous ne payez pas de cotisations sociales. Vous allez commencer à payer des cotisations sociales à partir d'un certain palier. Et le palier maximal avant de devoir passer en statut de société est assez haut. Je crois que, si je ne m'abuse, c'est à 35 000 € par an de revenus. Donc, tant que vous êtes en dessous de 35 000 € par an, vous pouvez rester en micro-entrepreneur. Donc, ce qui est pratique avec ce statut, c'est que les cotisations sociales sont réduites, vous pouvez bénéficier d'aides et les charges liées à l'entreprise, en fait, sont quasiment inexistantes. Vous allez éventuellement payer ce qu'on appelle la CFE, si vous avez atteint un certain chiffre d'affaires, mais généralement, ce principe du micro-entrepreneur, c'est vous ne touchez rien, vous ne payez rien. Donc c'est quand même une protection assez importante. Encore une fois, en tant que naturopathe, vous allez être déclaré en profession non réglementée. Donc vous allez être en service à la personne non réglementé. Les codes APE qui sont les plus courants, c'est activités de santé humaine non classées ailleurs ou autres services personnels. Donc c'est les codes respectivement 86-90F pour les activités de santé humaine non classées ailleurs ou 96-09Z pour les autres services personnels. Donc ça va être en fait le cadre de votre micro-entreprise, ça va être celui-là. Donc, il est vraiment important de se déclarer à l'URSSAF. C'est notamment déjà important pour rester dans la légalité, mais aussi parce qu'il y a énormément de contrôles qui sont effectués. Donc, la création est simple, elle a été simplifiée justement pour que tout le monde puisse le faire. Vous pouvez faire la déclaration par internet sur le site directement de l'URSSAF. Vous recevez assez rapidement votre numéro de SIRET. Et vous pouvez également, comme je disais, bénéficier d'une exonération des charges sociales la première année si vous rentrez sous certains critères. Si vous avez moins de 25 ans, voilà, si vous rentrez sous certains critères d'activité ou certains critères, notamment dans le cadre de reconversion, si vous avez une famille, etc., etc. Il y a pas mal d'aides sociales qui sont proposées dans le cadre du statut micro-entrepreneur. Mais c'est quand même un statut qui est très privilégié puisqu'il vous protège à bien des égards et vous permet de ne pas excéder votre trésorerie. Au niveau de l'assurance et de la responsabilité, très important, avoir une assurance professionnelle, ce qu'on appelle une RC Pro, donc une assurance responsabilité civile professionnelle. Elle est très recommandée parce que, pourquoi ? Parce que lorsque vous prenez en charge des personnes, généralement ça se passe très bien, mais il peut y avoir des difficultés. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un cabinet, la personne tombe dans votre cabinet, elle peut presser des charges contre vous et dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'assurance derrière, ça peut être très compliqué pour vous.
Pareil, il peut toujours y avoir une complication suite à une recommandation d'une plante ou suite à, par exemple, ne serait-ce que si vous faites de la massothérapie, suite à un massage, que ça soit des préjudices en fait physiques liés à votre client, à votre consultant, ou des préjudices liés à votre cabinet si vous avez un cabinet. Ou même de manière générale votre matériel, etc. Tout ça est couvert par une assurance et c'est vraiment très important. Donc il faut faire la différence entre l'assurance responsabilité civile qui vous couvre en tant que praticien et l'assurance pour votre local. Généralement, les assurances telles qu'elles soient aujourd'hui proposent des forfaits qui sont adaptés aux praticiens en médecine douce. Donc, ils vont adapter le forfait en fonction de ce que vous avez besoin et en fonction voilà, de si vous avez un cabinet ou pas, comment vous pratiquez. Ils vont vous poser des questions là-dessus pour savoir dans quel contexte vous pratiquez, en fait. Également, en termes de responsabilité, vous pouvez et vous devez, en tout cas on conseille, de tenir un dossier client, même un dossier simple, donc où vous allez noter les informations dans votre anamnèse, mais aussi les informations voilà, pour contacter votre consultant, etc., etc. En termes de responsabilité, il faut également être clair sur les limites de la pratique, donc les limites de ce que vous êtes en droit de faire et ce que vous n'êtes pas en droit de faire, pour ne pas être encore une fois dans l'illégalité, pas ce coup-ci dans l'illégalité en termes de pratique illégale de la médecine, mais en termes de information frauduleuse ou un manque d'information qui peut être tout aussi préjudiciable. Également, vous pouvez, dans certains types de consultations ou pour certaines pathologies, fournir un formulaire de consentement éclairé. Donc, encore une fois, c'est ça, si vraiment, si vous voulez vous protéger énormément de tout préjudice, qu'il soit physique, moral, lié à vos consultants, avoir un formulaire, ça peut permettre de poser les bases avec la personne que vous recevez. C'est pas une pratique très répandue, mais ça peut permettre de se protéger davantage. Et enfin, vous pouvez être encadré par des fédérations et des syndicats. Certaines structures comme la FENA, l'Omnes, mais aussi le syndicat des professionnels de la naturopathie encadrent la pratique et donnent des repères déontologiques. C'est aussi un moyen pour vous de gagner en crédibilité. Quand vous êtes syndiqué ou quand vous êtes encadré par des fédérations, c'est une marque de crédibilité pour votre client, pour votre consultant. Et ça prouve aussi que vous suivez un certain nombre de règles déontologiques, donc vous êtes dans un cadre. Quand on voit tous les scandales qu'il y a eu en France liés à la naturopathie, c'est une bonne idée. Maintenant, au Canada et plus particulièrement, je vais parler du Québec ici, donc province francophone. Alors, au Québec, il y a une absence de réglementation stricte. La pratique des médecines douces, donc que ce soit naturopathie, réflexologie, aromathérapie, etc., n'est pas encadrée par un ordre professionnel. Cela signifie qu'aucune loi ne réserve ces pratiques à des professionnels agréés. Donc n'importe qui, tout comme en France, peut s'auto-déclarer praticien, mais ça implique aussi une responsabilité éthique importante. Donc tout comme en France, il n'y a pas de reconnaissance au Québec, ni de cadre, ce qui n'est pas le cas dans toutes les provinces du Canada. Mais là, on parle vraiment du Québec. Donc, d'autant plus important d'obtenir la reconnaissance par les assurances. Donc, pour renforcer sa crédibilité et permettre aux consultants d'obtenir des reçus d'assurance, il est fortement recommandé de s'affilier à une association professionnelle sérieuse, comme l'ARITMA, l'ANPQ ou l'AQTN. Toutes ces associations sont non seulement sérieuses et cadrées, mais permettent aussi d'accéder à une assurance de responsabilité professionnelle, à des outils administratifs et à une reconnaissance symbolique pour les clients et les assureurs. C'est un peu le même système qu'avec les syndicats en France, mais les associations au Québec sont quand même beaucoup plus importante et beaucoup plus installée qu'en France, puisque la pratique a plus de, voilà, en tout cas la pratique de la naturopathie a plus d'ancienneté au Canada de manière générale. Pareil, comme en France, il faut enregistrer son activité, donc pour travailler comme un travailleur autonome. Il faut enregistrer son activité auprès des registraires des entreprises du Québec, donc le REQ. Ça permet d'obtenir ce qu'on appelle un NEQ, donc un numéro d'entreprise du Québec.
Ce numéro, il est requis pour toutes les démarches fiscales professionnelles et pour ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc encore une fois, tout comme l'URSSAF en France, vous êtes tenu de vous enregistrer. Au niveau de la communication, étant donné qu'aucune instance ne régule officiellement la médecine naturelle, les praticiens doivent adopter une communication prudente, sans promesse de guérison. Tout comme en France, encore une fois, on évite la sémantique qui est réservée aux MD, donc aux médecins diplômés et à tout autre professionnel de santé, mais également on ne parle pas de guérison, on parle d'accompagnement, de bien-être, de prévention, de soins à la grande limite. On ne peut pas parler par exemple en France de thérapie ou de thérapeutique. Encore une fois, on est sur un champ lexical qui peut être un petit peu flou, qui peut vous porter préjudice. Tout comme en France, c'est important d'avoir des documents clairs, des formulaires de consentement, des fiches clients, des choses comme ça. Ça permet de structurer sa pratique et ça permet aussi, vous, d'avoir une éthique professionnelle. On va reparler un petit peu de la charte éthique, vous en tant que professionnel, l'intérêt pour vous d'avoir une charte éthique, on va en reparler. Et au niveau des formations, tout comme en France, formation non obligatoire mais toujours essentielle. Aucune loi n'impose une formation. Les praticiens sérieux se forment auprès d'écoles tout aussi sérieuses, comme par exemple le CMDQ ici, ou des organismes accrédités par les associations professionnelles. Encore une fois, toute école qui est accréditée par une association professionnelle respecte un certain nombre de règles, aussi bien au niveau du cursus en lui-même, donc du contenu pédagogique, mais aussi de sa crédibilité et de sa portée, et donc de la crédibilité et de la portée de son diplôme. Au CMDQ, c'est pour ça que nous travaillons avec plusieurs associations professionnelles et que nos certifications, nos diplômes sont reconnus par plusieurs instances. Donc encore une fois, ils ne sont pas des diplômes d'État, mais ils sont accrédités. Ça, c'est un bon signe lorsqu'on choisit sa formation. Ça veut dire que la formation est sérieuse, que ce soit en France ou au Québec. Alors, on va parler maintenant des étapes clés pour se lancer. Donc, il y a 5 grandes étapes à respecter pour vous installer, pour bien installer votre pratique. Tout d'abord, il faut clarifier votre posture, vos valeurs et votre spécialité. Si vous voulez non seulement vous placer sur ce marché qui est extrêmement compétitif, mais également être un praticien qui va construire une pratique pérenne et solide, vous avez tout intérêt à clarifier qui vous êtes en tant que praticien. Donc, comment vous vous placez? Quelles sont les bases éthiques de votre pratique? Donc là, c'est là où on peut parler de la rédaction d'une charte éthique. Donc, on vous mettra en description des exemples de chartes éthiques, donc des exemples de ce qui se fait en termes de règles que vous pouvez en fait instaurer pour votre pratique, aussi bien sur comment vous allez recevoir la personne, sur comment vous allez pratiquer, mais aussi sur votre déontologie. Tout ça, c'est important, ça clarifie votre position. Ça clarifie également vos valeurs en tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi en tant que praticien. Et enfin, votre spécialité. Alors ça, c'est le conseil que vous allez le plus entendre. Pour être un bon praticien, il faut se spécialiser. Il existe plein de niches et de sous-niches à chaque type de soins holistiques ou naturels. Prenons par exemple la naturopathie. La naturopathie est elle-même un ensemble de pratiques, de soins et un ensemble de pratiques différentes, que ce soit l'aroma, la réflexo, voilà. Dans les cours, en tout cas dans les cours au CMDQ, sont abordés par exemple de manière générale l'aromathérapie, qui fait partie et qui, même dans l'imaginaire collectif, est quelque chose qui est une composante importante de la naturopathie. Mais vos études de naturopathie, elles restent un cursus général qui vous permet de définir par la suite ce en quoi vous allez vous spécialiser. C'est pourquoi au CMDQ, par exemple, nous proposons des formations d'homéopathie. L'homéopathie est une sous-spécialité. Ça peut être une pratique en elle-même, mais c'est aussi une spécialité, par exemple, si vous êtes naturopathe. L'aromathérapie est une autre spécialité. L'iridologie, la pratique énergétique, la massothérapie, tout ça, ce sont des spécialités d'une pratique en médecine naturelle plus générale, qui va faire appel à plusieurs outils mixés. Pourquoi c'est important d'être spécialisé? Parce que déjà,
vos clients, ils vont venir vous voir généralement pas parce que vous êtes naturopathe, mais parce que vous êtes un naturopathe spécialisé dans. Par exemple, si vous êtes un naturopathe spécialisé dans les problèmes féminins, donc tout ce qui est endocrino, etc., vous allez attirer des clientes qui ont spécifiquement besoin de votre expertise dans le domaine, qui sont par exemple dans des pathologies comme la maladie d'Hashimoto, qui ont des pathologies endocrino ou des problèmes endocrino ou hormonologiques. Si vous êtes spécialisé dans la pédiatrie, donc plutôt dans la naturopathie pour les enfants ou l'homéopathie pour les enfants, par exemple, je prends 2 exemples différents, vos consultants vont être plutôt des enfants. Donc, c'est important, pourquoi? Parce que ça va cibler votre clientèle et ça va cibler également un peu plus votre pratique. Ça ne veut pas dire que vous allez uniquement pratiquer pour ce public-là, mais ça veut dire que vous allez orienter votre communication, votre pratique, votre charte éthique, votre déontologie et aussi les connaissances que vous allez acquérir par la suite, parce que c'est important de se former en continu, hein, de pratiquer une formation continue et une veille sur les dernières découvertes, les dernières avancées scientifiques, etc. Donc vous, en tant que praticien, vous spécialisez, c'est important pour vous pour réussir dans votre pratique. C'est important aussi parce que ça oriente votre pratique et enfin, ça va orienter votre clientèle. Donc il faut choisir une spécialité qui vous intéresse. Que ça soit une spécialité comme un outil, que ce soit l'aromathérapie, l'homéo, ou une spécialité en termes de pathologie, les pathologies voilà, du système féminin, les enfants, ça peut être aussi les personnes âgées, ça peut être la santé mentale, peu importe, c'est important. En fait, tout comme un médecin qui va devenir médecin généraliste, neurologue, radiologue, etc., bah vous, en tant que naturopathe, vous pouvez vous spécialiser dans une sous-section et on vous le recommande. Ensuite, choisissez bien le bon statut juridique et la bonne affiliation. Prenez votre temps. Encore une fois, en termes de statut juridique, on a déjà voilà, couvert cela et on vous a donné les meilleurs statuts que nous, on vous conseille. Mais au niveau des affiliations, des assurances, des associations, etc., il y en a beaucoup. Prenez le temps. Regardez lesquels sont les plus reconnus. Prenez le temps aussi de savoir avec qui vous voulez vous affilier. Tout comme vous avez fait le choix de votre école, vous avez probablement fait des recherches pour choisir la meilleure école. Choisissez bien les personnes avec qui vous allez vous entourer, que ce soit vos collaborateurs professionnels, vos collègues, votre cabinet si vous choisissez un cabinet, mais aussi avec qui vous allez vous affilier en termes de reconnaissance professionnelle. Protégez-vous juridiquement, les assurances, les consentements. Quand vous avez un doute, demandez. Et quand vous n'êtes pas sûr, ne faites pas. Quand vous sentez que voilà, il peut y avoir préjudice et que je sais pas, la pathologie vous la connaissez mal ou vous connaissez mal le domaine, etc. Faites appel, faites-vous superviser par un praticien plus senior. Revenez vers votre école pour avoir des conseils. Voilà, c'est important de ne pas être tout seul dans son coin et de ne pas faire n'importe quoi. Créer un dossier client complet, donc encore une fois, ayez des suivis, des fiches clients, des fiches de consentement, ayez une charte déontologique. Et enfin, mettez en place une organisation claire, donc ayez un agenda, ayez des tarifs clairs. D'ailleurs, en France, les tarifs, quand vous avez un cabinet, doivent être affichés dans votre salle d'attente. C'est plein de petites choses comme ça, mais en fonction de votre province, en fonction de votre pays, il y a des législations différentes. Même si c'est un cadre légal flou, il y a quand même des règles que vous devez suivre, des limites que vous ne devez pas franchir. Renseignez-vous bien, suivez des webinaires comme celui-ci, allez dans des collectifs professionnels, dans des groupes de parole de praticiens, allez poser la question à d'autres praticiens qui sont installés autour de chez vous, comment ils ont fait, comment ils se sont lancés. Comparez aussi un petit peu la concurrence qui vous avez autour de vous. Si par exemple vous êtes dans un milieu extrêmement concurrentiel, que vous cherchez votre spécialité et que vous voyez qu'autour de vous, vous avez 50 praticiens spécialisés en santé féminine, eh bien, si vous voulez vraiment poursuivre cette spécialité-là, peut-être est-il judicieux soit de vous spécialiser dans un truc encore plus précis, dans une niche encore plus précise, soit de vous déplacer pour pouvoir profiter d'un marché qui est moins concurrentiel.
En fait, il faut réussir à trouver le bon alliage entre éthique professionnelle et déontologie professionnelle et faire tourner son entreprise. C'est ça la difficulté, c'est qu'on est dans une profession humaine, de soins, donc ce n'est pas un business. Et ça n'a pas vocation à l'être. Et je pense que tous les praticiens qui aujourd'hui créent le scandale sont des praticiens qui cherchent avant tout l'aspect pécunier et pas l'aspect de soins. On est avant tout là pour prendre soin et pas soigner. On est avant tout là pour accompagner, pour encadrer, pour éduquer. On n'est pas là pour faire de l'argent. Si la motivation principale pour vous installer est la motivation pécuniaire, c'est que vous avez mal choisi votre spécialité et votre domaine. Maintenant, il faut quand même réussir à pérenniser son activité. Donc, il y a quand même des stratégies au niveau marketing, au niveau communication, pour voilà, comment vous allez communiquer sur votre activité, votre site web, on va en parler. Voilà, où vous vous installez aussi, quelle est la concurrence autour de chez vous. Tout ça, c'est important, il faut le prendre en compte aussi. Alors, justement, parlons des stratégies pour se faire connaître. Il y a quelques stratégies qui sont simples et efficaces. Créer un site professionnel avec vos valeurs, les tarifs, les contacts. Dans un bon site, il y a quoi? Il y a vous, qui vous êtes, une explication de votre parcours, éventuellement de vos diplômes, une manière de connaître vos services, ce que vous proposez, une tarification claire, donc que vos tarifs soient explicitement affichés, qu'on puisse voir votre charte professionnelle, votre charte déontologique, donc voir qui vous êtes au niveau déontologique et éthique, et enfin une manière de vous contacter et de vous trouver. Si vous avez un cabinet en ligne, une manière de vous contacter pour pouvoir prendre rendez-vous en ligne. Si vous faites des rendez-vous par téléphone, qu'on vous prenne rendez-vous par téléphone. Donc, il faut avoir votre numéro. Si vous avez un cabinet, il faut avoir l'adresse de votre cabinet. Un bon site internet, c'est pas un site internet qui est surchargé. Ça, c'est la base du marketing et de la communication. Il faut que le site ne soit pas surchargé. On ne veut pas trop d'informations. On veut un site simple, clair, et qui donne les informations straight to the point, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, on va direct dans le cœur du sujet. Après, comme on l'a dit plusieurs fois, s'inscrire auprès d'un syndicat et d'une association professionnelle, ça permet de rencontrer aussi d'autres praticiens. C'est une bonne stratégie. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Oui, j'utilise le terme « il faut ». Je sais que beaucoup vous diront le bouche à oreille est suffisant. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère de communication digitale. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous êtes moins facilement trouvable. On n'est plus à l'ère des flyers, des bottins et des pages jaunes, ni des forums professionnels, même si c'est super important. On est à l'ère du digital. Donc, ayez au moins une page Facebook ou une page Instagram. Soyez visible. On ne vous demande pas d'être un influenceur 2.0 en médecine naturelle, mais au moins partagez sur votre pratique, sur ce que vous faites. Ça permet aussi d'offrir une certaine transparence aux personnes qui vont venir vous voir. Quand les personnes vont chercher un praticien, généralement, elles se renseignent sur quel genre de personne vous êtes, quel genre de praticien vous êtes. Dieu sait qu'il y a de tout. Donc, animer une page Insta ou une page Facebook, c'est aussi donner un sneak peek sur qui vous êtes en tant que praticien ou praticienne. Vous pouvez également proposer une séance découverte gratuite ou à un prix doux ou un appel découverte. Ça se fait beaucoup. Encore une fois, attention, il faut rester rentable, il faut rester cohérent aussi avec votre tarification. Il ne faut pas se sous-estimer en termes de tarification, il ne faut pas non plus se surestimer. C'est pour ça que c'est important d'analyser le marché pour voir où vous vous placez et comment vous allez vous placer. La séance découverte ou l'appel gratuit, c'est ce qu'on appelle un lead magnet en marketing, c'est-à-dire un moyen d'attirer des prospects, donc un moyen d'attirer des clients. Participer à des salons, des conférences, tisser des liens à votre échelle locale. C'est ce que je disais, allez rencontrer les praticiens autour de chez vous, sur des salons bien-être, des choses comme ça. Si vous avez une boutique, par exemple, qui vend des produits de santé naturelle,
eh bien prenez contact avec eux. Voyez si vous pouvez organiser des conférences dans cette boutique, si vous pouvez voilà, vous y montrer. C'est important. Il faut investir sa communauté locale. Et ce, y compris si vous travaillez en ligne. C'est pas voilà, forcément quelque chose où vous devez rester dans votre coin chez vous. Tisser des liens dans votre communauté et vous faire connaître dans votre communauté, ça vous permet, y compris, d'installer votre activité si vous pratiquez à 100% en ligne. Et enfin, les feedbacks et le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, on en entend tout le temps parler. On va vous le dire, on va vous le seriner, on va vous le répéter. Le bouche à oreille, c'est hyper important. Alors, le bouche à oreille, pour déclencher le bouche à oreille, il faut avoir quelque chose qui va attirer le client de base. Donc, il faut déjà avoir une clientèle. Donc, quand vous avez vos premiers clients, vos premiers consultants, demandez-leur des feedbacks. Si vous avez une page Google, demandez-leur de mettre des avis sur Google et n'hésitez pas à les relancer. N'hésitez pas aussi à créer une contrepartie pour les avis qui sont déposés. Peut-être un rabais sur la prochaine consultation, des choses comme ça. Ou une newsletter qui est réservée à votre clientèle. Il y a pas mal de choses comme ça qui vont vous permettre de générer des avis et donc potentiellement vos avis sont votre vitrine. C'est ce qui va générer le bouche à oreille, c'est ce qui va générer votre crédibilité, c'est ce qui va faire remonter, si vous avez une page Google, votre référencement sur Google. Tout ça, c'est important. Il faut vraiment, vraiment prendre en compte tous ces facteurs pour pouvoir construire une pratique qui est pérenne. Et le bouche à oreille, c'est archi important parce que c'est ça qui va vous attirer un flot, en fait, plus ou moins constant de consultants. Parce que ça peut décoller et puis retomber. C'est très fréquent. La plupart des activités s'arrêtent au bout de 2 ans. On dit qu'il faut environ 2 ans pour construire, 2-3 ans pour construire une activité. C'est totalement vrai, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hauts et des bas, ça fait partie d'eux. Vous, quand vous vous installez, il faut que vous ayez une assise financière confortable pour pouvoir faire face à ces hauts et ces bas. Ça va dépendre aussi de si vous vous installez à plein temps, si vous vous installez à mi-temps, tout ça c'est voilà, des facteurs à prendre en compte. Mais voilà, il faut entre 2 et 3 ans pour qu'une pratique soit installée, pour que vous vous fassiez connaître. Donc il faut persévérer. Ça, c'est tout dans toute entreprise telle qu'elle soit, et particulièrement dans le domaine du soin, qui est un domaine où aujourd'hui le marché est compétitif et saturé. Donc voilà, formez-vous régulièrement, restez à la page, pratiquez l'éveil thérapeutique, suivez des webinaires, comme par exemple ceux qu'on propose ici, mais aussi vous en avez toute une pléthore sur Internet. Entourez-vous, trouvez des superviseurs, des mentors, des collègues. Ne restez pas seul, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tenez vos documents à jour, soyez concis et organisés, ne vous éparpillez pas. Ne vous bradez pas, il faut valoriser votre travail. Ça, c'est ce que je disais, il faut trouver le juste milieu entre la bonne tarification, la tarification juste. Encore une fois, souvent, au début de la pratique, on pratique un petit peu en dessous des tarifs du marché. Et petit à petit, quand on commence à construire sa clientèle, on remonte un petit peu ses tarifs. Mais il ne faut pas aller trop non plus au-dessus, parce que dans ce cas-là, une personne qui va voir, à moins que vous ayez une spécialité vraiment qui soit recherchée, et donc la personne va vous cibler, vous, pour votre spécialité. Si vous avez 5 naturopathes autour de votre cabinet, généralement les gens vont choisir le plus cher ou le moins cher ou le plus proche, pardon. Donc il faut que vous arriviez, à rester compétitif. Restez aligné dans vos valeurs, dans votre posture. C'est normal de se remettre en question, c'est normal de douter, c'est normal de ne pas savoir et de réfléchir beaucoup à son identité au début. Ça fait partie du jeu. Ne vous éloignez pas de vos valeurs fondamentales et de votre éthique professionnelle fondamentale. C'est aussi à ça que vous sert votre charte éthique et professionnelle. Ça permet de revenir à ça et de se dire « Ok, quelles sont mes valeurs ? Quelle est ma ligne conductrice dans cette pratique ?» Et voilà, charte éthique, positionnez-vous en accord avec votre association professionnelle. Soyez cohérent avec les réglementations de votre association ou de votre communauté ou de votre collectif de professionnels si vous en choisissez un. Alors maintenant, nous allons répondre à vos questions. Vous nous avez posé quelques questions qui sont très pertinentes sur l'activité et sur comment faire pour se développer.
Alors, tout d'abord, Armel nous a posé la question, peut-on accompagner des clients hors de sa province ou à l'international quand on pratique en ligne? Alors, tout à fait, mais sous condition au Canada comme à l'international. En tant que praticien en médecine douce, donc non réglementé, vous pouvez tout à fait offrir des accompagnements en ligne à des clients qui sont dans une autre province, comme c'est le cas au Canada. Vous pouvez tout à fait proposer des consultations, vous en étant basé au Québec, pour des personnes du New Brunswick, par exemple, et dans un autre pays, si par exemple vous êtes en France et que vous voulez travailler avec le Canada, ou vice-versa. Mais il y a des précautions importantes à respecter selon les juridictions. Donc au Canada, la plupart des provinces ne réglementent pas les médecines douces, comme la naturopathie, sauf l'Ontario et la Colombie-Britannique, pour certaines pratiques spécifiques. Si vous vivez au Québec et vous proposez vos services en ligne à des clients hors Québec, vous n'enfreignez aucune loi tant que vous restez dans un cadre d'accompagnement au bien-être et que vous ne faites pas d'actes réservés à la médecine, les diagnostics, les traitements médicaux, les prescriptions, et que vous n'utilisez pas un vocabulaire réservé aux médecins ou aux praticiens, aux professionnels de santé. Dans votre site et dans votre formulaire de consentement, si vous en avez un, il vous est recommandé de préciser que vos services ne remplacent pas un suivi médical. Ça, c'est vraiment notre conseil de base pour vous protéger et protéger votre pratique. C'est toujours de rappeler que vos services ne remplacent pas ni un avis médical, ni une consultation médicale. Ça vous protège. En termes déjà d'intention, le cadre est posé. Après, à l'international, si par exemple vous accompagnez des clients français depuis le Canada, vous pouvez les accompagner. Il n'y a pas de réglementation non plus, mais encore une fois, en France, faire attention, pas d'exercice illégal de la médecine, donc pas de diagnostic, pas de promesse de guérison et pas de traitement médical ou d'interruption de traitement. Et vous avez des obligations à respecter en ce qui concerne la France, si vous avez une clientèle significative ou régulière en France. Alors encore une fois, on ne parle pas de 2 ou 3 clients français, on parle de si vraiment vous êtes par exemple au Québec et que vous avez une clientèle majoritairement française. Vous n'avez pas besoin de médiateur. Par contre, vous êtes imposé par la loi française, notamment la loi Hamon, la mise à disposition d'un service de médiation à la consommation si vous proposez des services à des particuliers depuis un autre pays de l'Union européenne. Comme vous vivez au Canada, par exemple, si on prend l'exemple de vous pratiquer du Canada vers la France, vous êtes hors de l'Union européenne. Donc vous n'êtes pas légalement obligé d'avoir un médiateur français, à moins que vous facturiez en euros ou que votre activité soit fortement ciblée vers la France. Encore une fois, ça ne vous concerne pas si vous avez 2-3 clients en France. Mais si vous avez une majorité de clients français, faites attention. Renseignez-vous sur les services de médiation. Et si vous êtes d'un pays européen et que vous travaillez beaucoup avec la France, d'un autre pays francophone, par exemple en Europe, et que vous travaillez vers la France, faites attention à cette histoire de médiation, de services de médiation à la consommation. Alors, quelques conseils, encore une fois, pour pratiquer en ligne et à l'international de manière générale. Votre formulaire de consentement doit être clair. Mentionnez votre lieu d'exercice, que ce n'est pas un soin médical et que l'accompagnement est à visée du bien-être. Encore une fois, le formulaire n'est pas obligatoire, mais est conseillé. Dans votre page de mention légale et dans ce qu'on appelle vos conditions générales de vente, donc votre CGV, ça c'est important. En France, c'est obligatoire. Votre site internet doit avoir une page de mention légale et de CGV. Et même si vous êtes hors de l'Europe, c'est quand même quelque chose qui clarifie et qui rassure les clients français. En France, voilà, vous avez cette obligation des mentions légales et de la CGV. Donc, important à prendre en compte. Encore une fois, le langage prudent dans la communication, pas de « je soigne », mais plutôt « j'accompagne vers un mieux-être ». Et puis, votre assurance responsabilité pro. Si vous travaillez à l'international, veillez à ce que votre assurance professionnelle vous couvre à l'international. Ça, c'est des petits détails comme ça, mais n'hésitez pas à rappeler votre assurance pour être sûr qu'elle vous couvre à l'international. Quel laboratoire d'analyse les naturopathes peuvent-ils recommander au Canada? Alors, les naturopathes, qui ne sont donc pas médecins, n'ont pas accès à tous les tests médicaux standards couverts par le système public. Exemple, les prises de sang qui sont prescrites via la RAMQ.
Cependant, plusieurs labos privés fonctionnels et intégratifs collaborent avec des praticiens en médecine douce. Donc que vous soyez du Canada ou de la France, en France c'est encore plus compliqué parce que souvent les labos sont en Belgique ou en fait la Belgique est à peu près le seul territoire en UE qui a des tests de labo accessibles. Après, ça va être beaucoup les États-Unis ou le Canada. Vous, en tant que Français, praticien français, vous pouvez faire appel à ces labos-là. Mais encore une fois, il faut que votre client accepte de payer pour ces tests-là. Et il faut que vous, en tant que praticien français, vous puissiez faire des demandes dans ces labos, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous, en tant que naturopathe au Canada, vous avez des labos canadiens ou internationaux. On vous mettra la liste dans la description, mais vous avez Gamma Dynacare ou Life Labs au Canada anglais, qui est présent dans plusieurs provinces, qui vous permet de faire des tests de base, notamment les vitamines, les minéraux, la TSH, mais tout ça via prescription médicale. Donc si vous n'avez pas de médecin collaborateur, ça va être compliqué. Après, vous avez Dynacare Genetics qui fait des tests plutôt à visée bien-être, donc tout ce qui est intolérance alimentaire, les tests salivaires hormonaux. Ça, c'est déjà plus accessible. Mais en fait, tout ce qui va être prise de sang, test de la TSH, etc., par exemple pour les maladies thyroïdiennes, c'est beaucoup des tests, que ce soit au Canada ou en France, qui sont uniquement accessibles pour les médecins. Après, en Ontario, vous avez NutriChem, donc qui est orienté plutôt médecine fonctionnelle. Là, vous avez pas mal de tests d'intolérance alimentaire, etc. Et après, c'est beaucoup de labos aux USA. Donc, ZRT Laboratory, donc avec des tests cortisol, DEHA, salive, sang, capillaire, etc. Là, ils sont beaucoup utilisés par les naturopathes canadiens. Vous avez Genova Diagnosis, vous avez Doctors Data, qui fait notamment des tests de cheveux pour les métaux lourds. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre école, notamment au CMDQ. Nous, on peut vous aider à obtenir un compte professionnel chez certains de ces laboratoires, selon les partenariats que nous, on a avec eux, mais aussi vous indiquer la procédure pour le faire. En France, vous avez en fait très peu de laboratoires qui pratiquent des tests. Ça va être plutôt au niveau de la Belgique. Pareil, nous vous remettrons la liste complète en description. Par contre, en France, vous pouvez travailler avec des labos pour avoir des produits. Donc, par exemple, vous avez le labo CopMed qui fait souvent beaucoup de partenariats avec des naturopathes. Vous avez le labo Amocide. Tout ça, c'est des labos avec lesquels vous pouvez travailler pour recommander vos produits. Ça, c'est différent. C'est pas tellement pour les tests, c'est pour les produits. Et donc, justement, ça amène à la prochaine question que vous nous avez posée. Où trouver des produits naturels de qualité au Canada? Alors, pour la France, on vous a dit, il y a quelques labos de référence, CopMed. Vous avez le laboratoire Amocide. Vous avez tout un tas d'autres labos qui sont connus, l'Escuyer. Aussi qui sont des labos voilà, entièrement français, biologiques, avec des produits sourcés français, donc c'est intéressant. Et au niveau du Canada, vous avez pas mal de choses. Vous avez des grossistes et des fournisseurs professionnels, donc notamment Fullscript Canada, qui ont accès à plusieurs marques professionnelles. Vous avez Healthwave, EcoTrends Ecologics et Natural Partners, qui est un labo américain mais qui livre au Canada. Les magasins de produits naturels avec des options accessibles au public, vous en avez beaucoup. Les marchés Taux, les marchés Avril, Rachel Berry au Québec, qui proposent des produits naturels souvent de qualité, mais vous n'avez pas forcément les détails au niveau des extraits, au niveau des dosages thérapeutiques. Et après, tout ce qui est en ligne. iHerb.com, Vitasave.k, la boîte à grains, Santé en vrac, tout ça, ce sont des magasins pour vraiment magasiner des produits naturels. Mais encore une fois, nous, on vous conseille de vous rapprocher plutôt de laboratoires à l'échelle locale, où les produits sont sourcés et fabriqués localement. C'est aussi un argument pour vous en tant que praticien, puisque souvent ces laboratoires pratiquent des commissions. Donc, on vous reverse des commissions si vous vendez tel ou tel produit. Vous touchez des commissions sur chaque vente effectuée avec votre lien, etc. Donc, pareil, ça peut être intéressant aussi comme un complément de revenu. Quelle plateforme est la plus adaptée pour prendre des rendez-vous en ligne ?
Alors, au niveau de la France, il y a parce que là, cette question a été posée particulièrement pour la France. Vous avez 2 plateformes aujourd'hui qui sont très connues, Rezalib et Medoucine. Les naturopathes ont été récemment retirés de Doctolib, donc vous n'avez plus la possibilité d'être inscrit à Doctolib. Rezalib, c'est génial parce que vous avez tout un tas de praticiens, vous avez la possibilité de recueillir des avis, et c'est accessible sans validation par Rezalib. Medoucine sont un petit peu plus stricts. Ils vont vous demander quelle formation vous avez fait. Ils ont certaines demandes spécifiques au niveau des formations. Donc si vous avez effectué des formations en ligne, ça peut bloquer. Ou ils vont vous demander d'avoir X années de pratique. C'est un peu plus compliqué. Ça dépend de quel référent vous allez avoir et ça dépend de votre formation, votre ancienneté professionnelle, etc. Encore une fois, il faut se rapprocher de ces 2 pratiques, de ces 2 plateformes pour pouvoir vous y inscrire. Après, les numéros de téléphone et les emails marchent très bien également. Les gens n'ont pas de problème avec ça. Mais les plateformes de réservation en ligne, vous avez Chronolib aussi, tout un tas de plateformes comme ça qui n'ont pas rapport avec la médecine douce. Mais l'avantage de Rezalib et de Medoucine, c'est que c'est des pratiques, c'est des plateformes pour les praticiens en médecine douce et en médecine alternative, comme on dit. Quelle est la durée recommandée pour une première consultation ? Généralement, c'est entre 1h et 1h30 maximum. La première séance, elle doit permettre une anamnèse complète. Donc il faut que vous arriviez à tout caler dans un créneau spécifique. Il faut éviter de dépasser ces créneaux-là. C'est important pour vous. C'est important aussi pour la personne, pour pas qu'elle décroche. 30 minutes, c'est insuffisant. 1 heure, c'est idéal. En 30 minutes, vous n'allez pas avoir le temps de faire votre anamnèse et de proposer déjà des pistes d'action. Tout dépend aussi de si vous faites votre PHV directement pendant la consultation ou si vous le faites après. Certains choisissent de le faire après, donc ils le rédigent après la consultation et ils l'envoient à leur consultant en amont de la consultation. Et d'autres praticiens préfèrent rédiger le PHV en direct au moment de la consultation. Ça, c'est vous qui voyez. Et enfin, quelle posture doit adopter un praticien ? Eh bien, notre réponse, c'est écoute, bienveillance et non-jugement. L'autorité n'est pas recherchée. C'est la qualité de la relation qui va primer. Vous n'êtes pas, et on vous conseille pas d'avoir une position de « je sais » et la personne vient vous voir parce que vous savez. Vous avez des compétences que vous mettez au service de la personne qui vient vous voir. C'est une relation équitable. Vous possédez un certain set de compétences et de connaissances pour laquelle la personne vient vous consulter. Vous n'avez ni la science infuse, ni la vérité. N'hésitez pas à dire « je ne sais pas ». C'est très puissant. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. N'inventez pas, n'hypothétiquez pas. Dites simplement « je vais me renseigner, je vais regarder » ou « je ne sais pas ». Le fait d'admettre que l'on ne sait pas, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire un signe de votre valeur et de votre déontologie en tant que praticien. Vaut mieux dire « je sais pas » plutôt que d'inventer ou d'hypothétiquer sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Encore une fois, si vous êtes face à une pathologie ou une personne que vous savez que vous allez avoir du mal à encadrer et à accompagner, n'hésitez pas à dire « je vous réfère vers un collègue, je vous réfère vers quelqu'un d'autre », plutôt que de le prendre ou de la prendre en charge et d'avoir des difficultés ou de ne pas savoir comment faire. Voilà pour ce webinaire sur la pratique professionnelle. Nous espérons que nous avons répondu à vos questions de manière compréhensive et assez extensive. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ce webinaire s'il vous a plu et s'il vous a aidé. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire Made in CMDQ. Bonne journée, au revoir.